Et juste pour regarder, là, on regarde pour l'instant en pourcentage de notre richesse, mais on n'est pas les plus riches du monde. Et quand on se regarde, le Canada est ici, on peut regarder que dans le monde, on est le pays qui a probablement les dépenses de santé les troisièmes plus hautes de tous les pays du monde en termes de dollars par habitant. Et on est derrière les États-Unis, loin devant, la Suisse et le Canada. La deuxième chose qu'on peut voir là-dessus, c'est que ça, c'est nos dépenses publiques de santé, donc le vert en bas. Quand on regarde nos dépenses publiques de santé, on n'est pas tellement élevé. Hein. Il y a ce discours de dire on est comme la Corée du Nord, tout est public ici, c'est pour ça qu'on n'est pas bon. Non. Okay? C'est clair qu'on est dans la moyenne. Par contre, quand on regarde nos dépenses privées de santé, on est les troisièmes plus élevés du monde. Donc, moi qui ne suis pas quelqu'un qui fait de la recherche quantitative, mais je suis quand même capable de faire un certain degré d'association. Nos dépenses de santé sont les troisièmes plus élevés du monde au total, et nos dépenses privées nous placent comme étant le troisième pays le plus privé. Et les deux autres en avant de nous sont aussi les deux pays les plus privés, les États-Unis et la Suisse. Donc, à un moment donné, on est forcé de faire quand même une sorte d'association causale. Serait-il possible que le niveau de nos dépenses soit explicable par le fait qu'on a déjà un système de santé qui laisse beaucoup de choses dans le secteur privé? Et c'est ce qu'on voit au Québec. Au Québec, il y a 30 ans, on était comme les pays scandinaves, à peu près 80% de nos dépenses étaient publiques. On est rendu autour de 70% maintenant. Puis si on regarde ça là, sur un graphique, vous voyez, c'est une belle droite. Là. Année après année, notre part de financement public diminue de façon linéaire. Et la question de la capacité, la possibilité de maintenir un système public n'a aucun lien avec le privé public. Ça, c'est une des premières choses importantes à voir. Parce que quand nos dépenses soient privées ou qu'elles soient publiques, les extraterrestres ne vont pas payer pour nous. Donc, à la fin de la fin, la question de contrôler nos dépenses est une question qui est totalement non reliée avec notre partage du privé-public pour ce qui est des dépenses. Nous allons devoir les assumer, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Et que les privatiser ne règle clairement pas la question de savoir comment, comme société, on va pouvoir se payer ces dépenses-là. Et actuellement, on voit beaucoup de pression qui est mise sur le fait qu'on va privatiser notre système d'assurance. Or, les problèmes ne sont pas dans le domaine de l'assurance. Nos problèmes sont dans le domaine de la dispensation. Puis là-dessus, juste dispensation. Donc, comment on fournit des soins, comment on structure l'offre et quel genre de professionnel donne quel type de service où. Et là-dessus, encore toujours le graphique. Ici, vous avez en rouge le nombre de lits, en vert, le nombre de médecins, en vert le nombre d'infirmières et en jaune le nombre de lits pour les pays de l'OCDE. Et ce graphique-là est encore intéressant à quelques égards. Quand on regarde le niveau de nos ressources, le Canada est ici. Des pays qui ont moins d'infirmières, de médecins et de lits que nous, il y en a quelques-uns. Vous avez la Hongrie, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, la Corée, la Pologne, Israël, l'Espagne, le Mexique, la Turquie. Quand on regarde les pays qui ont moins de ressources que nous, on ne trouve aucun pays riche. C'est un constat. C'est pas, quand on regarde par contre les pays européens du nord de l'Europe, ils ont tous colossalement plus de ressources que nous. Ça, c'est le premier élément qu'on voit sur ce graphique. Le deuxième, c'est cette ligne noire. Cette ligne noire, c'est nos dépenses de santé. Et nos dépenses de santé, quand on regarde le Canada, en fait, il n'y a pas beaucoup de pays qui dépensent plus que nous. Hein. C'est toujours les mêmes. États-Unis, dans ce cas-ci, il y a la Norvège, et c'est plus un problème avec le taux de change utilisé. Mais c'est Suisse, États-Unis, Norvège, nous. Donc, quand on fait un plus l'autre, on arrive au fait qu'on a moins de ressources que presque tout le monde, mais nos dépenses sont plus élevées que presque tout le monde. Là, on a besoin d'être un génie en économie pour arriver à la conclusion que nos ressources nous coûtent plus cher ici qu'ailleurs. Et là encore, c'est une réalité. Et ça, c'est une pression additionnelle sur l'obligation d'efficience qu'on a. En ayant des ressources plus chères que partout ailleurs et en ayant moins que partout ailleurs, on est encore plus obligé de les utiliser d'une manière qui produit le meilleur effet sur la santé des populations. Il n'y a pas de marge pour du gaspillage. Il n'y en a juste pas. Donc, on est obligé d'être bon. Et il y a des pays qui peuvent se permettre d'être un petit peu mauvais sur certaines choses. Par exemple, la France, ils ont beaucoup de médecins qui ne payent pas cher. Ils peuvent se permettre de leur laisser pratiquer un petit peu n'importe comment. Nous, on n'a pas beaucoup de médecins et on les paye extrêmement cher. En fait, il n'y a pas de pays dans le monde qui paye ses médecins plus cher que nous, à part les États-Unis et la Suisse. Bon, c'est bizarre, hein? Quand on n'en a pas beaucoup et qu'on les paye horriblement cher, ben, on est comme obligé de s'assurer que le travail que font ces gens-là donne des résultats en termes de santé. Et avant de me faire arracher le micro, je pense que ça va arriver dans pas longtemps. Il y a des... je voulais parler 2 minutes de
deux secteurs dans lesquels la situation en termes de croissance de dépenses est particulièrement insoutenable. Et la première, c'est les médicaments. Ça, c'est contrôlé pour l'inflation, c'est nos dépenses en médicaments au Canada. C'est juste exponentiel. Nos dépenses pour les médicaments au Canada augmentent de 10% par année. Notre richesse augmente de 1 à 3%, 10% par année. Donc, c'est droit dans le mur. Il n'y a aucune espèce de façon de maintenir ça. Et ce n'est pas un problème ni d'assurance ni de dispensation. C'est un problème de société. Et là, je me suis amusé à sortir les résultats d'une étude qui a été faite aux États-Unis. Je pense que les résultats seraient vrais aussi au Canada. Les associations médicales ont joué avec le temps à diminuer les taux auxquels on considère quelqu'un malade. Donc, on a besoin d'avoir une pression cardiaque plus faible maintenant pour être considéré hypertendu qu'il y avait dans le passé. Même chose pour le niveau de cholestérol, même chose pour le taux de glucose dans le sang pour être considéré diabétique. Et avec les nouveaux taux, les chercheurs américains ont regardé quel pourcentage des gens de plus de 50 ans aux États-Unis étaient soit diabétiques, soit hypertendus, soit avaient un taux de cholestérol nécessitant une médication. Les résultats, c'est 97%. Ce qui veut dire qu'actuellement, dans notre société, si on prend les guides de pratique clinique, la totalité des gens de plus de 50 ans sont des malades qui nécessitent des médicaments. Tous. Tous. Si dans notre société, avoir plus de 50 ans est considéré comme une maladie, effectivement, on va avoir énormément de malades. Et si on veut mettre tous les gens de plus de 50 ans sur une médication quotidienne et chère, on va avoir un problème. Mais ce n'est pas un problème d'assurance. C'est un problème de société. La deuxième chose, c'est la rémunération des médecins. On paye nos médecins très cher et on les paye de plus en plus cher. Et quand on regarde, c'est toujours tiré de l'Institut canadien d'information sur la santé, ça c'est les facteurs qui expliquent la croissance de nos dépenses médicales. En bas, vous avez la croissance de la consommation. Chaque citoyen consomme chaque année un petit peu plus de services médicaux. C'est un problème de société, ça encore. Surtout qu'on extrait là-dessus l'importance du vieillissement. Donc, il y a un petit peu de croissance démographique, c'est pas grave, mais le plus gros de la croissance, c'est simplement une augmentation nette du revenu des médecins. Et quand on regarde qu'on les paye déjà extrêmement cher, là encore, on peut se dire combien de temps notre société peut se dire qu'on va augmenter linéairement la rémunération de nos médecins. C'est une autre question fondamentale pour la maintien de la santé publique et qui n'est pas une question d'assurance. Donc, dans la liste des solutions qui ne sont pas des solutions, financement accru, ce n'est pas une solution. Plus de dispensation privée, ce n'est pas une solution. Tout indique qu'au contraire, c'est un facteur d'accroissement plus rapide de nos coûts. Plus de prévention qu'on la conçoit actuellement? Je ne pense pas non plus. On a ce fort discours en santé publique de dire qu'il faut faire plus de prévention. Moi, j'y crois pas. Quand on regarde actuellement notre panier de vaccination, on inclut de plus en plus là-dedans des vaccins pour lesquels la preuve scientifique est très faible. VPH pour les jeunes filles, varicelle pour tous les enfants, gastro, on va maintenant vacciner pour le rotavirus. C'est des vaccins pour lesquels la preuve scientifique que ça sert à quelque chose va de nul à faible. Est-ce que vraiment on veut faire plus de prévention comme ça? Tout le monde va avoir, la recommandation est de dire qu'il faut faire une mammographie régulière aux femmes au-delà d'un certain âge. Les indicateurs montrent que ça ne sert à rien. Le test de diagnostic de la prostate chez les hommes, les indicateurs montrent que ça ne sert à rien. Une colonoscopie pour tout le monde de plus de 70 ans, les indicateurs montrent que ça ne sert probablement à rien. C'est-à-dire que vous ne vivrez pas plus vieux, ni en meilleure santé, en utilisant ces tests diagnostiques. Mais en ce moment, on en fait en masse. Plus d'hôpitaux, un plus gros CHUM, encore plus nœud. Plus de soins spécialisés, encore plus d'urologues. Vraiment? Je pense pas. Et juste des restructurations structurelles. Là-dessus, on est excellent. Hein? On est déjà, quand même, vous aviez des conseils régionaux, c'est devenu des régies régionales, maintenant c'est des agences, nous cherchons le futur nom, mais personne n'est capable de trouver sur la planète une preuve que des fusions purement structurelles donnent quoi que ce soit. Et pourtant, l'enthousiasme avec lequel on se jette là-dedans est proprement délirant. Donc, on a toute une liste, c'est mon dernier mot, toute une liste de solutions qu'on sait ne pas fonctionner. Et c'est un petit peu ma façon de mettre la table, et je pense que les autres panélistes ce matin vont parler de choses qui sont peut-être plus potentiellement sources de solutions. Je suis persuadée qu'il n'a pas dit son dernier mot.